Vous m'entendez? Vous me voyez? Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup, Jacques. Ça me touche beaucoup, tes très gentils mots. J'aimerais d'abord commencer à remercier quelques personnes. D'abord, ceux qui ont permis l'établissement de notre unité au sein du département de psychiatrie avant la création du centre de neurosciences psychiatriques. M. Charles Kléber, à ce moment-là, directeur des hospices cantonaux. Professeur Bernard Rossier, à ce moment-là, le doyen. Professeur François Borja, directeur du département à ce moment-là aussi, et professeur Pierre Magistretti, et malheureusement tous, ils ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui. Et mes remerciements vont après à ceux qui l'ont soutenu par la suite, professeur Patrice Gay, et surtout professeur Jacques Gasser, qui m'a donné sa confiance par ma promotion en tant que chef de service. Et bien sûr, les autorités universitaires et hospitalières, ici avec professeur Devergne, professeur Francioli et aussi professeur Lévra, pour leur soutien. J'aimerais aussi dire à quel point j'apprécie l'aide précieuse de l'administration, de M. Bastreccia Rodriguez et Mme Baudra. And last but not least, je suis très reconnaissante à Pierre Beauvais et surtout à Philippe Conus, sans qui la recherche dont je vais vous parler aujourd'hui n'aurait pas été possible. Neurosciences et psychiatrie, toutes les chances et tous les risques. J'aimerais tout d'abord commencer par vous citer Solzhenitsyn, le nœud essentiel de notre vie, ce qui lui donnera, si nous devons l'utiliser à poursuivre un but, son sens et son centre, se forme dès le plus jeune âge, de manière parfois inconsciente, mais toujours précise et juste. Et la suite ne tient pas seulement à notre volonté. On dirait que les circonstances elles-mêmes se conjuguent pour nourrir et développer ce noyau. Alors, ce noyau de toutes les chances, vous voyez ici que l'apprentissage moteur chez le jeune Roger prépare l'athlète national que nous connaissons tous. L'apprentissage artistique chez le jeune Wolfgang prépare le musicien de génie et l'apprentissage spirituel chez le petit Labo Dondop prépare le maître spirituel, le Ladaïdama, si cher à l'UNIL. Mais de l'autre côté, il y a aussi tous les risques, avec l'exemple dramatique ici des orphelinats roumains où les jeunes enfants élevés, isolés de tout, présentent un retard considérable dans le développement. Ne vous en faites pas, c'est un cas extrême. Ce que je vais vous raconter, bien sûr, ne correspond pas du tout à ça. Mais, comme vous pouvez voir ici, une intervention précoce, surtout avant l'âge de 2 ans, peut faire une grande différence. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'apport des neurosciences fondamentales sur comment le vécu modifie le cerveau lors des périodes critiques au cours de sa croissance, et de l'autre part, l'évolution récente de la psychiatrie clinique, l'importance des étapes du développement dans l'émergence des maladies, ce qu'on appelle staging. Et le grand défi, c'est de comment construire un pont entre ces deux branches, les neurosciences de base et la psychiatrie clinique, de crossing the valley of death, comme nous disent les Américains. Pouvons-nous construire un vrai pont? Et c'est là, on va avoir un exemple d'une recherche translationnelle dans la schizophrénie que notre équipe a fait depuis quelques années, et aussi voir après qu'est-ce que l'avenir va qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir. Alors, je vais commencer pour vous raconter une expérience que je trouve très intéressante. Si
pendant la période critique, donc des premières semaines chez la souris ou les premiers mois chez le singe, on déprive l'information visuelle en couvrant un œil et après, on l'enlève. L'œil qui est déprivé voit mal. Mais si on fait, après cette période critique, la même expérience, couvrir l'œil, il n'y a aucun effet du tout. Comment ça se passe? Les prix Nobel, Hubel et Wiesel, ont été allés regarder, quantifier, analyser les projections de l'œil, d'un œil et de l'autre, dans le cortex visuel. Et on pu voir que, d'ici, c'est le cas normal, chaque œil, les projections de chaque œil possèdent un territoire égal, donc dans le cerveau, dans le cortex, donc représenté ici par des bandes blanches et des bandes noires d'importance égale. Mais après cette expérience de déprivation pendant la période critique, l'œil fermé perd ses connexions, ici représenté par le rétrécissement de ces bandes noires, et laissant la place à l'œil ouvert, ici, dans des projections de l'œil ouvert représentées par la bande blanche. Et quel est le mécanisme sous-jacent de ça? Beaucoup de chercheurs ont vu que, au fait, les projections qui viennent de l'œil déprivé se retirent pour laisser la place à la projection de l'œil ouvert, donc qui va envahir le territoire. Donc, c'est le côté des synapses. Et ce phénomène est à la base de ce que nous connaissons comme l'amblyopie. Alors, si on résume, pendant la période critique, l'expérience vécue modifie les synapses et ainsi la structure et le fonctionnement du cerveau. Ici, nous avons vu une expérience de déprivation sensorielle, mais le même pourrait être généralisé pour tout le vécu, qu'il soit positif ou négatif. Et une fois cette période critique refermée, l'expérience cesse de modifier les synapses de manière aussi importante. Alors, nous avons vu l'exemple des sens, la vision ou même l'audition, mais cette période critique s'échelonne au cours du développement suivant les fonctions. Le langage vient plus tard et viennent encore plus tard toutes les fonctions cognitives. Alors, ce qu'on sait aussi, que c'est pendant cette période critique, l'interaction gène et environnement va façonner le cerveau, particulièrement pendant cette période critique, et va pouvoir influencer le comportement plus tard dans la vie adulte. Et chaque domaine, vision, audition, toucher, fonction supérieure, possède sa propre période critique qui se déroule de manière échelonnée au cours du développement du cerveau. Alors, quel est de nouveau ici, en tant que chercheur, on se demande quel mécanisme sous-jacent de ça? Ici, je cite Takao Hensch, un collègue de Harvard avec qui nous collaborons. Il a pu démontrer que l'ouverture de cette période critique dépend, entre autres, de la maturation des neurones à palvabumine, ici marqués en rouge, et que sa fermeture de cette période critique dépend de la maturation de cette gaine qui entoure ces neurones. Ce type de neurone à palvabumine, ici marqué en vert, c'est comme un ciment qui fixe le synapse. Et aussi la maturation de la myéline, cette gaine qui entoure les fibres nerveuses. Et c'est ce mécanisme, au fait, qui pourrait être sous-jacent de tout ce qui est dans notre vie, qui peut fixer, que la culture se fixe pendant notre jeunesse ou notre enfance. Par exemple, le pays natal, la langue maternelle ou la cuisine de grand-maman. Et Aristote l'a dit, les habitudes que nous formons dès l'enfance ne font pas une petite différence, mais elles font toute la différence. Venons-en maintenant à la psychiatrie clinique.
j'aimerais en première remarque citer les travaux récents de l'Organisation mondiale de la santé qui ont mesuré, qui ont trouvé que, en termes d'invalidité, les affections psychiatriques chez les jeunes adultes entre 15 et 35 ans représentent quasi 50% de toutes les maladies confondues. Et c'est pourquoi il y a une conséquence, une importance sociétale énorme. Et venons-en maintenant à la schizophrénie, les troubles de la schizophrénie. Et c'est un grand défi pour la neurobiologie pour mieux comprendre ces troubles, leurs symptômes si variés. Cette modification de la perception et de l'élaboration des informations provenant de la réalité, amenant aux hallucinations, au délire. Une désorganisation de la pensée et du comportement, amenant un discours illogique, comportement chaotique, un appauvrissement des affects, manque d'initiative, retrait social, et peut-être aussi important, très important, pour la vie professionnelle, des troubles pour l'intégration pour la vie professionnelle, des troubles cognitifs, de mémoire, d'abstraction, planification, d'attention, et aussi les troubles de la perception de soi, si chers à Pierre Bovet. Il ne faut pas non plus oublier l'âge du premier épisode psychotique qui se situe normalement entre 18 et 30 ans. Donc, bien que la maladie, les premiers épisodes psychotiques se manifestent à l'âge adulte, mais la psychiatrie clinique nous apprend qu'il y a déjà, à l'étape avant, bien avant, des symptômes ou des symptômes avant-coureurs dans cette étape-là qu'on appelle prodrome. Et que les symptômes sont peu spécifiques à ce moment-là, vont progressivement évoluer et se distinguer beaucoup plus vers la chronicité et va pouvoir se distinguer suivant les diagnostics. Et on a aussi appris qu'une intervention précoce amène à une meilleure évolution, un meilleur pronostic. Comme ici le montre le travail de Philippe Conus, ici, vous pouvez voir le déroulement, l'évolution de la maladie. Donc, prodrome, premier épisode psychotique allant jusqu'au premier traitement, et soit aller vers la rémission, ou malheureusement aussi à des rechutes. Et déjà, à ce moment-là, lorsqu'on traite ici, il y a déjà un retard de traitement. Et si on maintenant, avec les notions maintenant, avec le prodrome, le retard de traitement est encore plus grand. Et on sait bien que plus le retard est grand, plus le risque de rechute est grand. Donc, tout le travail vise à améliorer l'issue. Il serait donc de réduction le retard de diagnostic et aussi avoir des traitements spécifiques à chaque étape de la maladie. Et pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? On a besoin des biomarqueurs. Juste pour vous dire, par exemple, en comparant avec les maladies somatiques, les cardiovasculaires, par exemple, le cholestérol, qu'on pourrait pouvoir mesurer, et les traitements, on a besoin des cibles thérapeutiques spécifiques pour chaque étape, surtout dans les étapes précoces, par exemple, les statines. Et comme ça, visant à améliorer l'issue, ensemble avec Philippe, on a fait un programme pour identifier des mécanismes neurobiologiques qui sont impliqués dans la psychose. Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On a choisi de prendre une approche translationnelle avec la branche clinique d'un côté et la branche préclinique de l'autre, avec des modèles expérimentaux, et essayant d'avoir les mêmes mesures et évaluations des deux côtés, allant de la génétique moléculaire, cellulaire, morphologie, électrophysiologie, neuropsychologie et autres, et passant d'un côté et de l'autre, et visant finalement à avoir des biomarqueurs pour un diagnostic précoce, de comprendre des mécanismes pour avoir de nouvelles cibles thérapeutiques et après revenir chez le patient. Alors, nous arrivons maintenant à un exemple de cette recherche.
Alors, avant d'entreprendre, j'aimerais parler avec vous de ce que nous savons maintenant de la pathophysiologie de la schizophrénie. On peut dire qu'il y a deux grands circuits qui sont impliqués dans qu'il y a des altérations dans deux grands circuits, des microcircuits involvant ces neurones à palvabumine que nous avons parlé tout au début, et des macrocircuits impliquant des fibres nerveuses. Et ces altérations au niveau de ces macro- et microcircuits pourraient entraîner un défaut ou un déficit dans la synchronisation, l'interaction plurisensorielle et la connectivité, et amenant à dimension des déficits de symptômes cognitifs, affectifs et sociaux. Regardons ensemble maintenant ce qui se passe au niveau des microcircuits. C'est un peu technique, mais s'il vous plaît, ne posez pas le téléphone, ça va devenir de plus en plus intéressant. Nous avons dans le cortex et aussi dans plusieurs régions du cerveau ce neurone dit principal, qui est l'excitateur, et il va activer des neurones inhibiteurs, ici, la neurone qu'on a parlé avant, la neurone à palvabumine, et il va inhiber, au fait, le neurone principal. Alors, vous pouvez imaginer cette succession d'activation et d'inhibition qui va générer des sortes d'oscillations gamma et qui va générer ce qu'on appelle des synchronisations neuronales et qui sont très essentielles aux différentes fonctions cognitives. Vous pouvez aussi imaginer que cette neurone à palvabumine contrôle au fait le output d'une centaine et de milliers de ces cellules pyramidales. Et c'est ça, il joue le rôle de chef d'orchestre de ces cellules principales. Et dans la maladie, les chercheurs ont trouvé que ces neurones à palvabumine sont altérés